Voilà. Bon, merci beaucoup, chers invités, d'être présents dans cet espace virtuel. Donc, nous allons vous consacrer 1 heure à la présentation du contenu de la publication sur les résidences secondaires dans le Var. Juste pour vous rappeler que cette publication est bien d'ores et déjà accessible et disponible sur le site de l'agence. Donc là, il n'y a pas de problème pour récupérer l'ensemble de la publication. Je profite de ce petit moment d'introduction pour adresser un grand merci aux équipes de l'agence qui ont investi ce sujet. On a la chance à l'agence d'avoir une équipe habitat, population, mode de vie très experte. Christophe Zeffel qui va intervenir aux côtés donc aussi de Nathalie Droulez, Clara Ollier et Julie Bonnet, ont décidé d'investir ensemble ce sujet des résidences secondaires. C'est vrai que c'est un sujet particulièrement important dans notre territoire, puisque le Var bénéficie d'une attractivité territoriale et touristique forte. Et on va le voir, on a certaines communes qui sont avec des taux de résidences secondaires particulièrement élevés. On est aussi, notamment sur le littoral, dans des contextes de tension sur les fonciers, marchés et immobiliers qui nous interpellent, techniciens et élus des collectivités, sur le positionnement du parc de résidences secondaires sur les marchés locaux de l'habitat, avec en parallèle le développement du phénomène des locations saisonnières, qui interpelle en France et ici aussi dans le Var beaucoup d'élus sur la manière de mieux maîtriser le développement de ce parc, et aussi qui les interpelle sur les possibilités de transformer le parc de résidences secondaires. Voilà, donc pour toutes ces raisons, et il y en a d'autres, il était important effectivement à l'agence, et également car on accompagne les collectivités locales dans la fabrique de leur politique locale de l'habitat, notamment au travers des PLH, mais pas seulement. Il était donc important qu'on dresse un panorama le plus objectif et complet possible sur la situation du parc des résidences secondaires dans le Var. Donc c'est un premier acte de travail, on va dire, dont l'équipe que j'ai citée tout à l'heure, à partir duquel l'équipe ambitionne de développer d'autres publications plus ciblées, et je pense qu'on échangera effectivement avec vous en fin de webinaire sur des sujets potentiels de prolongement, d'approfondissement, avec des travaux sous forme de publication ou éventuellement d'ateliers de travail ensemble. Voilà, donc je crois que je passe maintenant la parole à Nathalie. Oui, tout à fait. Merci. Je dis Donc, bonjour à tous et merci d'être présents à ce webinaire. Donc, la présentation de cette étude dure environ 30 minutes, ce qui laissera un temps à la fin pour les échanges et les questions. Donc, si vous avez des interrogations durant la présentation, vous n'hésitez pas à utiliser le chat. Christophe Zapfeld y répondra en direct. Donc, cette étude sur les résidences secondaires se découpe en 5 parties, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, dans un premier temps, nous ferons un point sur ce qu'est une résidence secondaire, les sources de données et la méthodologie adoptée pour les dénombrer. Puis, Julie vous décrira ce parc et le profil des propriétaires. Enfin, Clara fera un tour d'horizon sur 3 outils qui existent pour suivre et ou réguler leur nombre au sein de marchés immobiliers qui, comme l'a rappelé Cécile, sont globalement tendus sur nos territoires. Donc, on terminera cette présentation par quelques pistes de recherche et d'analyse qui pourraient être suivies sur cette thématique. Donc, qu'est-ce qu'une résidence secondaire? Donc, ce terme, en fait, recouvre une grande diversité d'usages. C'est des lieux de loisirs, de vacances, de travail que l'on occupe, que l'on loue ou que l'on prête. Mais c'est également différents types de logements, du petit studio, en fait, à la villa. C'est donc une notion difficile à appréhender, mais elle peut toutefois être définie selon 2 approches. D'abord, celle de la Direction générale des finances publiques, dit DGFiP, et celle de l'INSEE. Donc, au sens fiscal, on désigne par résidence secondaire tout logement soumis à la taxe d'habitation qui n'est pas une résidence principale.
En effet, on ne peut avoir qu'une et une seule résidence principale, que l'on soit locataire ou propriétaire, dans laquelle on réside plus de 6 mois par an. Donc tous les autres biens immobiliers en notre possession sont donc considérés comme secondaires par le fisc. Donc ça comprend aussi bien, un logement utilisé pour les vacances qu'un investissement locatif ou un logement, inutilisé. Donc 2 choses à noter, sur déclaration du propriétaire, l'administration fiscale, va différencier la résidence secondaire du logement vacant par le fait que celle-ci soit meublée. Donc à ce moment-là, les 2 types de biens, sont soumis à des réglementations distinctes, en l'occurrence, la taxe sur les logements vacants ou la taxe d'habitation sur les logements vacants. Et il faut noter également que la suppression, définitive de la taxe d'habitation en 2023 ne s'appliquera pas aux résidences secondaires. Concernant donc la deuxième approche, celle de l'INSEE, l'INSEE désigne par résidence secondaire, dès lors qu'ils ne sont pas occupés plus de 6 mois dans l'année, les logements utilisés pour, les week-ends, les loisirs et les vacances, les logements meublés loués pour des séjours, touristiques. Donc par cela, on entend, les maisons et les appartements proposés à la location de vacances, hein, c'est un point qui sera développé par Clara dans quelques instants, ainsi que les logements en résidence de tourisme. L'INSEE y intègre également les logements occasionnels utilisés dans le cadre d'une activité professionnelle. Donc, comme vous le voyez, il existe quand même de grandes différences que l'on peut noter entre ces 2 approches et qui vont expliquer, pour partie les écarts de décompte, que je vais vous présenter, par la suite. D'une part, l'INSEE comptabilise les logements meublés gérés par des professionnels, alors que pour la DGFiP, ceux-ci en sont exclus car, ils sont assujettis à la taxe professionnelle et non soumis à la taxe d'habitation. De même, la DGFiP prend en compte l'ensemble du parc, quel que soit son état, donc même s'il est en état d'abandon, à contrario de l'INSEE qui exclut, les biens en ruine ou murés, par exemple. Donc de ces 2 approches, vont naître 2 sources statistiques: les fichiers magiques de la DGFiP et le recensement de la population de l'INSEE. Donc les fichiers magiques, relèvent de l'appariement de plusieurs données fiscales, telles que les impôts fonciers, la taxe d'habitation ou encore, les déclarations de revenus. La qualification du logement en résidence secondaire, elle est réalisée d'après la déclaration que le propriétaire en fait aux impôts. Le recensement de la population, lui, repose sur une collecte, d'informations annuelles, obligatoire, qui concerne successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. La qualification du logement en résidence secondaire est réalisée, d'après la déclaration, du répondant et elle est assurée par l'agent recenseur qui va rechercher après enquête, auprès du voisinage si le logement est occupé moins de 6 mois de l'année. En termes d'utilisation, là, c'est ce qui correspond au pourquoi faire de la slide. Les fichiers magiques, permettent de dénombrer, les résidences secondaires, dans le Var et de décrire ce parc et ses propriétaires. Tandis que le recensement permet de mesurer les évolutions du nombre de résidences secondaires dans le département et de situer la part de celles-ci par rapport aux autres départements français. Donc pourquoi avoir choisi 2 sources? Tout simplement parce que, au jour d'aujourd'hui, les fichiers magiques ne permettent, ni d'appréhender les évolutions à travers le temps. L'historique porte uniquement sur 5 ans et est peu exploitable et ça ne permet pas non plus les comparaisons avec le reste de la France, tout simplement car les autorisations d'accès ne portent que sur le Var. Donc pour pallier, à ces manques, nous avons utilisé le recensement de la population. Donc, quelles que soient les échelles géographiques, on note des écarts importants de décompte, entre les 2 sources. Comme vous le voyez à l'écran, en 2022, les fichiers magiques dénombrent environ 135 000 résidences secondaires dans le Var, alors que l'INSEE en recense 184 000. Donc, hormis la différence de millésime et de définition, hein, principalement sur la prise en compte ou non, des meublés de tourisme, le nombre plus conséquent du recensement provient en partie de la qualification de la résidence secondaire, comme je viens de l'évoquer à l'instant. D'un point de vue, méthodologique, il faut noter que donc, l'ODADVAR a retravaillé les fichiers, magiques 2022 en considérant qu'une résidence est secondaire lorsqu'elle est occupée pour de l'habitation par un propriétaire, personne physique uniquement, dont la résidence principale est située dans une autre commune.
Autrement dit, les propriétaires qui possèdent une résidence secondaire dans la même commune que leur résidence principale ne sont pas pris en compte, pas plus que les résidences secondaires qui sont louées à des tiers. Donc, le recensement de la population, lui, ne permet pas de traiter, de retraiter en tout cas la donnée par des croisements de variables, par exemple. Donc, il a été utilisé dans sa version, originelle. Donc, après ce point méthodologique, je vais à présent laisser la parole à Julie, qui va vous présenter les caractéristiques du parc de résidences secondaires et le profil, des propriétaires. Je te remercie Nathalie. Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons maintenant passer à la description du parc de résidences secondaires dans le Var et voir en particulier comment celles-ci se répartissent géographiquement. Donc en 2022, selon les fichiers magiques, le parc de résidences secondaires du Var, il compte près de 135 153 logements. Ces résidences secondaires, on voit qu'elles se concentrent sur les EPCI littoraux pour 81% d'entre elles, notamment dans le golfe de Saint-Tropez, qui regroupe 21% des résidences secondaires du département, et SRL Côte d'Azur Agglomération, qui en regroupe 20%. En proportion, les résidences secondaires représentent 17% du parc de logements varois. De manière générale, on peut voir sur la carte que la part de résidences secondaires est plus faible dans le moyen Var, donc c'est tout ce qui est en jaune sur la carte. Par exemple, la vallée du Gapot, on est à 5% seulement de résidences secondaires et que celles-ci vont être, la proportion de résidences secondaires va être plus forte sur les 2 EPCI littoraux du golfe de Saint-Tropez et de Méditerranée Porte des Morts, où là, on est à plus de 1 logement sur 3 qui est une résidence secondaire, et également au lac et gorge du Verdon, où là, on a 30% de résidences secondaires. Si on regarde la répartition des résidences secondaires à l'échelle plus fine de la commune, on va voir que le constat, il est similaire. C'est-à-dire que, les résidences secondaires dont non, les communes dont la part des résidences secondaires est particulièrement importante sont situées sur le littoral. Donc on a ainsi 4 communes qui comptent plus de 50% de résidences secondaires. Il s'agit, du Lavandou, de Rayol-Canadelle-sur-Mer, de Cavalère sur Mer et de la Croix-Valmer. Donc à noter aussi qu'on peut voir, sur la carte que la part de résidences secondaires, elle est également très importante, dans les communes qui sont situées à proximité, du lac de Sainte-Croix ou du lac, d'Esparron. À l'inverse, les résidences secondaires, elles apparaissent peu présentes au sein, des communes les plus peuplées du Moyen et du Haut-Var. C'est ce qu'on voit en beige ou en jaune très clair, sur, la carte. Elles ne dépassent pas 6% à Brignoles, Draguignan, Le Luc ou encore, Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Donc ces communes, elles ont plutôt vocation à accueillir une population, à l'année. En termes de volume, Fréjus et Saint-Raphaël sont les 2 communes, qui en comptent le plus. On a plus de 10 000 résidences, secondaires, pour celle-ci. On est à 11 348 pour, Fréjus et 10 400, pour Saint-Raphaël. Puis viennent après, le Lavandou et Saint-Maxime et Sainte-Maxime. Nous allons passer maintenant, regarder comment en fait, se situe le Var par rapport aux autres départements, de France métropolitaine. Pour cela, donc comme l'a expliqué Nathalie, on va prendre la base de l'INSEE qui est la seule base disponible en fait pour réaliser, des comparaisons, à cette échelle. Donc selon les chiffres de l'INSEE, le Var, il compte 184 052 résidences secondaires en 2019. C'est le deuxième département de France qui en compte le plus. Juste après, les Alpes-Maritimes qui en comptent 196 238. Voilà. En proportion, le Var, il va faire partie en fait des départements, français où la part de résidences secondaires est la plus élevée. Il occupe la 8e position avec, 25,2 de résidences secondaires. Il va être en fait ex aequo avec, les Alpes-Maritimes. Cette proportion, elle est bien plus élevée, que pour la France métropolitaine. On est à 9,8 de résidences secondaires et aussi, bien plus élevé que la région PACA qui, elle, en compte 17,8. Donc, juste pour, information, devant le Var se placent les départements, en fait, de la Corse, qui, eux, comportent 35,7 et 40 de résidences secondaires, et 2 autres départements, de la région PACA qui sont dotés, en fait, de sports d'hiver, donc les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, pour en citer, quelques-uns. Donc toujours d'après l'INSEE,
On peut voir, d'après le graphique que vous voyez affiché à l'écran, que le nombre de résidences secondaires a augmenté dans le Var entre 2008 et 2019 de 0,6% par an. Ça représente environ 12 000 résidences secondaires en plus sur cette période. Toutefois, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette hausse, elle a été 2 fois moins importante que pour les résidences principales qui, elles ont augmenté de 1,2%. Si on s'attarde un peu sur le graphique, on peut voir qu'en bleu est représentée l'augmentation des résidences principales et en orange l'augmentation des résidences secondaires. On peut voir que si on se concentre sur les bâtons orange, que le nombre de résidences secondaires, il a fortement progressé au sein de Toulon-Provence Méditerranée et de Sud-Sainte-Baume. On est à 1,2% par an et 1% par an. C'est aussi les 2 seules intercommunalités varoises où en fait l'augmentation des résidences secondaires a été plus importante que celle des résidences principales. Dans les EPCI du Haut et du Moyen Var, le nombre de résidences secondaires, lui, est resté stable. On peut voir qu'il a légèrement même diminué dans le lac et gorge du Verdon. Sur le graphique aussi, tout à gauche, vous pouvez voir que dans la vallée du Gapo, c'est le seul territoire où on enregistre une baisse des résidences principales qui peut paraître importante, moins 0,7% par an. Mais en fait, c'est un territoire qui en comporte très peu, à peu près 500 résidences secondaires au total. Donc en fait, ça représente une baisse très faible d'environ une trentaine de logements sur la période 2008-2019. Donc maintenant, nous allons voir quelles sont les grandes caractéristiques de ce parc de résidences secondaires. Donc là, on va repasser sur les fichiers magiques. Donc en 2022, les résidences secondaires varoises, elles sont surtout des appartements à 57%, en particulier au sein des EPCI littoraux, où c'est 67%. De manière générale, en fait, on va observer un fort contraste entre les résidences secondaires qui sont situées au sein des EPCI littoraux, qui sont plutôt de petite taille, où on va avoir près d'1 logement sur 2 qui est une pièce ou un 2 pièces. C'est ce que vous pouvez voir sur le graphique qui s'affiche à l'écran. Et les EPCI du Haut et du Moyen Var qui sont plus grandes. Donc là, on va avoir 57% à 58% de logements de 4 pièces et plus. Donc c'est les bâtons gris pour le Haut-Var et orange pour le Moyen Var. Donc sur le littoral, où les prix de l'immobilier sont élevés, en fait, la concurrence des résidences secondaires et des résidences principales, elle apparaît donc très forte sur les petites typologies et ça va renforcer la difficulté, pour certains ménages, d'accéder au logement, notamment, les jeunes actifs. Le parc de résidences secondaires, il est ancien, il est plutôt ancien dans le Haut et le Moyen Var. On a 30% de ces logements qui datent d'avant 45, contre seulement 9% pour les résidences secondaires situées sur les EPCI littoraux. Et au sein de ces EPCI littoraux, on a surtout en fait un parc de résidences secondaires qui a été construit dans les années 70 et 80, à environ 46%. Donc après avoir décrit les caractéristiques de parc de résidences secondaires, on va maintenant voir quelles sont les caractéristiques des propriétaires de ces logements. Donc la base magique, elle va nous permettre d'abord de nous intéresser à l'âge des propriétaires. Donc en 2022, les propriétaires de résidences secondaires varoises, ils apparaissent plutôt âgés, ils ont en moyenne 62 ans. C'est plus que pour les résidences principales. Eux, les propriétaires de celles-ci, ils ont 59 ans en moyenne. Si on regarde plus précisément la répartition des propriétaires de résidences secondaires selon les classes d'âge, vous pouvez voir sur le graphique en orange, ça c'est la répartition pour les résidences secondaires et en bleu, ça va être la répartition par âge des propriétaires des résidences principales. On peut voir donc que les propriétaires des résidences secondaires, ils sont bien plus âgés. 70% d'entre eux ont 60 ans et plus, alors que chez les propriétaires des résidences principales, on est à 57%. Pareil, les moins de 40 ans ne représentent que 5% des propriétaires de résidences secondaires varoises. C'est près de 2 fois plus que chez les propriétaires de résidences principales. Mais on va voir que si on regarde plus finement, ils vont être davantage représentés au sein de 2 territoires. Il s'agit de la vallée du Gapo, où ces propriétaires de résidences secondaires, ils représentent 19% des propriétaires et Cœur du Var, 12%. Ensuite, on va avoir des informations sur le lieu de résidence de ces propriétaires. Quand on regarde donc leur adresse, on va se rendre compte que près des 3/4 des propriétaires de résidences secondaires varoises, ils résident en dehors de la région PACA.
Donc 57% dans une autre région, c'est ce qu'on voit en bleu foncé sur le graphique, et 17% à l'étranger, c'est ce qu'on voit en gris sur le graphique. Les propriétaires habitant le Var représentent 13% des propriétaires de résidences secondaires, donc c'est ce qu'on voit en orange sur le graphique. Ça va être le département en fait le plus représenté. Ceux qui habitent un autre département de la région, PACA, ils représentent 13%, donc c'est ce que vous voyez en jaune sur le graphique. Et parmi ces 13%, en fait, ce sont surtout des Bucco-Rhodaniens. On a 8% de personnes en fait qui habitent les Bouches-du-Rhône. Ça va être le 2e département français le plus représenté. Si on se concentre vraiment sur les habitants d'une autre région française, donc le bleu sur le graphique, faut savoir que les Franciliens, donc les habitants d'un département d'Île-de-France, ils vont représenter 1/3 des propriétaires qui vivent donc dans une autre région. Pour eux, ils vont privilégier plutôt des EPCI du littoral, donc plutôt avoir une résidence secondaire au sein du golfe de Saint-Tropez, d'Estérel Côte d'Azur Agglomération ou de Méditerranée Porte des Morts. D'ailleurs, si on regarde donc de plus près, grâce à 2 nouveaux petits graphiques, où habitent les propriétaires des résidences secondaires des EPCI littoraux, donc c'est le graphique qui est le plus en haut. Vous pouvez voir que 63% habitent une autre région, donc c'est toujours ce qui est en bleu. Alors que cette répartition, elle est tout autre pour les propriétaires de résidences secondaires des EPCI du Moyen Var, par exemple. On va voir que 32% de ces propriétaires qui vont habiter une autre région française. Donc soit 2 fois moins. Donc les propriétaires locaux, en fait, ce qui est intéressant aussi sur ces graphiques, c'est qu'on peut voir que les propriétaires «locaux» entre guillemets sont davantage représentés au sein des EPCI du Moyen Var. On va avoir 27% des propriétaires de résidences secondaires qui, en fait, habitent le Var, alors que cette proportion est de seulement 10% sur les EPCI littoraux. Bien. Maintenant, on va se concentrer sur les 17% de propriétaires de résidences secondaires qui habitent à l'étranger. Heu, donc ceux-ci sont davantage représentés au sein de certains territoires. Ça va être le cas du Pays de Fayence, où ils représentent 36% des propriétaires, de la Dracénie Provence-Verdon, 29%, du golfe de Saint-Tropez, 28%, et on a aussi les lacs et gorges du Verdon, où ils représentent 25% des propriétaires de résidences secondaires. À l'autre bout du spectre, on va retrouver en fait la métropole de Toulon, où il y a seulement 6% des propriétaires de résidences secondaires qui habitent à l'étranger. Donc parmi ces propriétaires qui résident à l'étranger, on en a la moitié qui sont installés en fait au sein de 3 pays. On va retrouver en premier la Belgique, qui représente 20% de ceux-ci. Après, en deuxième position, on aura le Royaume-Uni, 15%, et l'Allemagne, 15%. Les 3 pays suivants sont la Suisse, l'Italie et les Pays-Bas. On va noter toutefois, ce qu'on a remarqué, c'est que pour 2 EPCI du Var, il y avait une situation un peu particulière. Tout d'abord, Estérel Côte d'Azur Agglomération, car parmi les propriétaires de résidences secondaires vivant à l'étranger, c'est l'Italie qui arrive en tête, de par la proximité un peu géographique aussi de ce territoire. On a 27% de propriétaires qui habitent l'Italie. Puis, on a aussi Sud-Sainte-Baume, où ce sont les propriétaires qui habitent en Suisse qui sont le plus représentés. C'est 22% des propriétaires vivant à l'étranger pour ce territoire. Donc, voilà un peu le portrait que l'on peut dresser du parc des résidences secondaires et des caractéristiques des propriétaires. Maintenant, je vais laisser la parole à Clara qui va vous présenter quelques outils. Merci Julie et bonjour à tous. Dans cette partie, du coup, je vais vous présenter 3 actions qui permettent d'intervenir sur le parc de résidences secondaires. Le premier outil, c'est la taxation des résidences secondaires, qui permet aux communes de majorer leur taxe d'habitation sur les résidences secondaires de 5 à 60%. C'est un outil qui, selon les stratégies des communes, peut être utilisé comme un outil de régulation, donc en mettant une majoration assez élevée qui peut décourager l'implantation de résidences secondaires, ou ça peut être aussi une source de recettes complémentaires qui peuvent éventuellement être allouées, dans l'amélioration des conditions de vie des résidents à l'année.
C'est un outil qui peut être mobilisé par les communes qui sont situées en zone tendue, dont la liste est fixée par le décret du 13 mai 2013 relatif au champ d'application sur la taxe des logements vacants. Donc, c'est les zones qui sont représentées en orange sur la carte. Dans le Var, ça concerne des communes qui sont situées dans les aires de Draguignan, Fréjus et Toulon, et donc qui vont comprendre, pour l'aire de Toulon, des communes de Sud-Sainte-Baume ou de la vallée du Gapot. C'est un périmètre qui devrait être étendu avec la loi de finances à 4 à 5 000 communes supplémentaires, notamment des communes situées en zone touristique, et donc ça devrait concerner de nombreuses communes dans le Var. Aujourd'hui, il y a 23 communes qui ont mis en place une majoration de leur taxe d'habitation sur les résidences secondaires, aux alentours de 20% pour la plupart d'entre elles. Et on a 4 communes qui ont mis une majoration un peu plus élevée, donc Carqueiranne avec 30%, Sifour avec 35%, Lacros 55% et Bandol 60%. Un second outil qui peut être mobilisé par les communes ou les collectivités, c'est la mise en place d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Donc ça, c'est un dispositif contractuel qui vise la réhabilitation des logements et qui prend la forme d'aide financière ou de services d'accompagnement auprès des propriétaires. C'est un contrat qui va lier la commune ou l'EPCI compétent en matière d'habitat, l'ANA et l'État pour une durée de 3 à 5 ans. Donc là, l'idée, ce serait de mettre en place une OPA, en orientant l'intervention sur les résidences secondaires. Et là, l'idée, c'est à travers des subventions, de favoriser l'amélioration du parc de résidences secondaires et sa remise sur le marché du logement à l'année, en incitant à la production d'une offre abordable avec des loyers conventionnés. C'est un outil qui a été mis en place dans plusieurs communes et collectivités en France, notamment à Biarritz, dans la communauté d'agglomération des Sables d'Olonne et dans les communautés de communes du Pays de Saint-Gilles et de l'île de Noirmoutier. Et c'est un outil qui implique la mise en œuvre de mesures incitatives fortes pour convaincre les propriétaires de remettre leur résidence secondaire sur le marché à l'année. Enfin, le troisième outil qui peut être présenté, c'est l'autorisation de changement d'usage en meublé de tourisme. Donc, avant de présenter cet outil, il convient de rappeler que dans toutes les communes françaises, le fait de louer sa résidence secondaire nécessite une déclaration préalable en mairie. Et là, donc, ce serait un outil qui permettrait de réguler la mise en location des résidences secondaires au sein d'une commune, en exigeant une autorisation préalable de changement d'affectation en meublé de tourisme. C'est un outil qui peut être mis en place dans les communes situées dans des agglomérations de plus de 50 000 habitants par délibération et dans les autres communes sur autorisation préfectorale. Donc les meublés de tourisme, c'est défini par le code du tourisme comme des villas, appartements ou studios meublés à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. Donc un meublé de tourisme va se distinguer d'autres hébergements touristiques comme les hôtels ou les chambres d'hôtes par le fait qu'il ne dispose pas de parties communes et ne propose pas de services ou d'équipements communs. Et l'idée aussi, c'est que les meublés accueillent une clientèle de passage. Donc là, c'est l'idée qu'il y a une limitation sur la durée de location qui va être de 90 jours d'affilée non renouvelables, dans une limite totale de 120 jours loués par an et par logement. Pour s'assurer du respect de la réglementation sur le changement d'usage, les communes peuvent aussi mettre en place le numéro d'enregistrement. Donc là, l'idée, c'est que la commune va délivrer au propriétaire un numéro par logement mis en ligne mis en location. Et ce numéro devra figurer sur chaque annonce qui est diffusée. Dans le Var, il y a 36 communes qui l'ont mis en place et c'est celles qui sont représentées en bleu, vert ou turquoise sur la carte. Il y en a 25 d'entre elles qui sont situées dans les EPCI de Provence-Verdon et Provence Verte. Il faut savoir que les communes qui vont mettre en place à la fois l'autorisation de changement d'usage et le numéro d'enregistrement, elles vont pouvoir demander une fois par an aux plateformes de location un état des lieux, un état récapitulatif du nombre de nuitées où le logement a été loué et qui va préciser aussi le nom du loueur, si le local constitue ou non sa résidence principale et le numéro d'enregistrement qui va être associé à ce logement. C'est donc l'utilisation conjointe de ces 2 outils, ça permet, ça facilite le suivi des réglementations qui peuvent être mis en place, donc la limitation du nombre de jours et l'autorisation de changement d'usage et ça peut être aussi un outil qui facilite la collecte de la taxe de séjour.
Du coup, pour résumer un peu tout ça, si je suis un propriétaire qui loue ma résidence secondaire dans une commune qui a mis en place à la fois l'autorisation de changement d'usage et le numéro d'enregistrement, ce que je vais devoir faire en tant que propriétaire, ce sera, dans un premier temps, de déclarer mon activité en mairie, ensuite de demander une autorisation de changement d'usage en meublé de tourisme et si je l'obtiens, de demander un numéro d'enregistrement par logement que je vais louer et de le faire figurer sur l'ensemble de mes annonces. Les 3 outils, qui vous ont été présentés dans cette partie, peuvent poursuivre des objectifs assez différents, selon les stratégies, des communes. Donc si je reprends l'exemple de la taxation des résidences secondaires, ça peut être, un outil qui peut favoriser, des ressources complémentaires ou décourager, l'implantation de résidences secondaires. Pour aller plus loin sur, le sujet des résidences secondaires, il y a plusieurs pistes de recherche et d'analyse qui pourraient être explorées. Ces dernières sont présentées, en dernière page de notre publication et ici, on va vous présenter 3 pistes, qui pourraient être explorées éventuellement par l'ODAT. La première, c'est la situation détaillée dans les EPCI varois. Donc là, il s'agirait de décliner l'étude réalisée à l'échelle, des EPCI volontaires. Donc, les territoires intéressés peuvent se tourner vers l'ODAT VAR pour qu'on puisse, reproduire un peu, cette étude sur leur territoire et donc là, il s'agirait d'identifier les grandes caractéristiques du parc de résidences secondaires, le profil des propriétaires et de mesurer les éventuels écarts observés entre les communes, notamment entre les communes littorales et rétro-littorales. Un deuxième sujet qui pourrait être, exploré, c'est toujours pour les EPCI volontaires, donc toujours avec les EPCI volontaires, ça serait d'estimer les niveaux de prix pratiqués, sur le territoire et d'essayer de mesurer l'impact que le marché des résidences secondaires pourrait avoir sur l'accès au logement, des résidents permanents et notamment de certains publics comme, les jeunes, les salariés ou les travailleurs saisonniers. Une troisième piste qui pourrait explorer, c'est le concept de ville fantôme. Donc là, c'est un terme qui est employé au-delà d'un certain seuil de résidences, secondaires constatées dans une commune et donc l'idée là, ce serait un peu d'aller voir, le profil des populations qui résident, à l'année au sein de ces communes d'essayer de comprendre le fonctionnement des communes, hors saison et l'impact que ça peut avoir, que peut avoir la saisonnalité, enfin c'est non, c'est ouais, ce poids des résidences secondaires sur l'activité économique de la commune, sur ses infrastructures locales et sur sa démographie. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et interrogations.